Alors bonjour et bonsoir aussi, en fonction de l'heure à laquelle vous nous regarderez, à tous les fans de musculation et de fitness. Bonsoir Denis. Bonsoir Eric. Alors aujourd'hui j'ai cette chance, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire, on est en contact depuis un petit moment. On s'était croisés, on va en reparler plus tard à Langogne à la Finale France 2012, Denis. J'avais envie de t'interviewer parce que tu fais partie de ces culturistes qui ont marqué l'histoire du bodybuilding français. J'ai pris quelques petites notes. Je vais citer d'abord d'autres culturistes et je vais t'englober là-dedans. Au même titre que Serge Nubret, Gérard Bouignoud, Jacques Neuville, Édouard Kawak, Francis Benfato avec qui je fais, tu le sais, régulièrement des podcasts également, Thierry Pastel, oui. Momo, dont on parlera tout à l'heure, Serge Dessel, Emmanuel Veil, Olivier Ripert, Marcel Chaillard, Arnaud Plaisant, Alexandre Nataf, Lionel Beyeke, enfin il y a du beau monde en France et toi tu fais partie de ces champions qui ont marqué donc l'histoire, qui m'ont marqué, puisque maintenant je te le dis, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler en fait, hein, mais moi aussi comme Bernard qu'on a eu tout à l'heure en off sur Skype, qui devait participer à ce podcast, donc à 3, malheureusement la technique ne nous l'a pas permis. Donc tout comme Bernard, pour finir ma présentation, tu nous as marqué, moi je te voyais dans les magazines, on a quelques années d'écart, et tu nous as motivés, donc voilà, c'était un juste retour des choses que de te faire passer dans mon magazine et de te faire découvrir peut-être à certains jeunes qui n'ont pas eu cette chance à notre époque. Ben ouais, c'est très, très, très sympa à toi. De toute façon, tu sais que j'étais un des premiers fans quand tu as créé ton magazine, donc c'est toujours un plaisir de participer et de collaborer à ton magazine. C'est très gentil à toi. Merci, merci en tout cas beaucoup. Et j'espère que les internautes apprécieront et puis qu'ils laisseront des commentaires sous la vidéo pour éventuellement d'autres podcasts, puisqu'on va essayer en une demi-heure, 3/4 d'heure, en fonction du temps que tu auras, d'aborder quelques sujets. Mais si c'est pas suffisant, on se donnera les moyens et l'occasion d'en refaire un autre. Ben oui, puis s'ils ont des questions, des choses particulières à me poser, pourquoi pas. Hein. Bien sûr. Tu es disponible et c'est super sympa. Alors moi je vais commencer par un petit historique, Denis. Apparemment pour toi tout a commencé en 1985. Si je me trompe pas, hein, alors je me base aussi sur quelques notes de notre ami Christophe Ducot. Tu te souviens qu'il t'avait fait un beau reportage justement dans Bodybuilding Rules au tout début du lancement du magazine. Il avait écrit quelque chose de c'est vraiment sympathique. Oui, oui, tout à fait. Très doué aussi et très passionné, Christophe, donc on le salue au passage. Moi, j'aurais voulu que tu nous dises, donc à tous les internautes qui t'écoutent, à tous les fans et tous ceux qui t'apprécient, quel a été le déclencheur, tu sais, on en a tous un, qui a fait que tu es parti dans cette carrière professionnelle et que tu as aimé le bodybuilding. En fait, moi, j'ai commencé le body, j'habitais dans un petit village, qui s'appelle Catlar, à côté de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, et j'étais dans un centre aéré, j'avais 15 ans, et j'avais deux moniteurs de centre aéré qui ont créé une petite salle de musculation dans leur garage. Et à l'époque, ils faisaient payer, je me souviens, 2 francs. Donc, moi, j'habitais à 30 mètres de chez lui, et donc, tous les soirs, quand il s'entraînait, de mes 14-15 ans, je m'asseyais sur un banc et je les regardais faire, et c'est comme ça que j'ai pris goût à la musculation et au bodybuilding. Et est-ce que tu avais, comme nous tous, des idoles, des modèles à cette époque-là? Ah oui, moi de suite j'ai eu des idoles. Hein. Mon idole ça a été d'abord Berry Demey, après Lianet, Rich Kaspari. J'ai plein d'anecdotes. Hein. Je me souviens que j'étais allé voir Rich Kaspari qui était un séminaire à Montpellier. J'étais comme un gosse, j'avais 16 ans. Voilà, c'était comme si je voyais Dieu. Puis quelques années plus tard, j'ai été voir, je sais pas si tu te souviens, il y avait une compétition à Cannes, la Nuit des Stars. Oui, tout à fait. Et pareil, on avait fait un petit voyage entre copains, tous les gars qui s'entraînaient, on avait passé une nuit à dormir sous la voiture d'ailleurs, et j'avais rencontré Berry Demey, et ce jour-là j'avais rencontré Ron Love, d'ailleurs je l'ai en vidéo, il faudrait que je la retrouve, et Ron Love m'avait pris dans ses bras, et il avait fait un petit signe comme ça, me prenant, ouais, super et tout, et la petite anecdote c'est que Ron Love je l'ai retrouvé sur scène quand j'étais professionnel, on s'est retrouvés tous les deux sur scène, je crois que c'était à Toulon, si je me souviens bien. Et ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que c'était mon idole et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à côté de lui sur scène, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Alors justement, quelques années plus tard, tu me tends le bâton. Tu as pratiqué avant la musculation le rugby, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, d'ailleurs. Oui, je t'en prie. D'ailleurs, si c'était à refaire, j'en profite pour passer un message, j'aurais continué dans le rugby tout en faisant de la musculation et j'aurais peut-être eu une carrière autrement plus réjouissante au niveau
carrière et financier que dans le bodybuilding. Ah, tu nous en parleras, ça va être intéressant parce que tous pensent qu'on peut percer rapidement et puis facilement dans le body alors que c'est plutôt l'inverse, mais tu nous en parleras juste un petit peu plus tard. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était que tu as commencé en 85 a priori, en 89 après 4 ans d'entraînement, tu te retrouves déjà au championnat du monde junior. 4 ans, c'est quand même très peu pour quelqu'un qui est parti d'un physique relativement frêle, hein, tu étais assez mince. Quand on revoit quelques photos que j'incruste là au passage, qu'on voyait dans le monde du muscle à l'époque, c'est quand même une belle performance déjà, 4 ans. C'est une belle performance, Eric, mais c'est une performance qui est émaillée de rencontres, de belles rencontres. Si tu veux, quand j'ai commencé à muscu, ma première compétition que j'ai faite, je l'ai faite, c'était à Vals-les-Bains, c'était. Je me souviens plus exactement le nom de la compétition. Et j'ai fait cette compétition en slip. Donc je savais même pas qu'il fallait un maillot. Donc c'était ma première compétition, j'ai gagné parce que j'étais tout seul dans la catégorie. Et après, ça a été émaillé de belles rencontres. J'ai rencontré Paul Garrigue, je sais pas, les fans se souviendront de Paul, qui est décédé et qui me manque beaucoup. C'était comme un frère et un père pour moi. Et Paul m'a fait rencontrer mon préparateur physique, le seul et l'unique que j'ai eu, qui était Ramon Puig, et qui m'a préparé de junior. Il m'a pris, j'étais un enfant, et jusqu'à ma carrière professionnelle et jusqu'à mon retour en 2012. Pendant ces quelques années-là, parle-nous un petit peu de l'entraînement, puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur Internet des jeunes qui débarquent de je ne sais où, qui en quelques années essayent d'arriver à Olympia, mais ne restent pour moi que des stars de Facebook ou Snapchat ou je ne sais quoi. Ils brûlent souvent les étapes, ils ne connaissent rien de l'entraînement. Comment t'entraînais-tu à l'époque? Quelles étaient les techniques d'entraînement que tu affectionnais le plus? Mais si tu veux, moi quand j'ai commencé, j'avais pas d'entraîneur, donc j'ai pris les revues et j'ai pris des entraînements et je me suis mis à m'entraîner comme il disait sur les revues, donc le basique quoi. Je prenais les mouvements de base. Barre haltère classique, pyramidale, superset, bicep, dropset. Voilà, traction, squat avec une barre. Moi je me souviens, mon père et mes parents devenaient fous, je m'entraînais dans une chambre et je faisais des squats à 190 kg dans la chambre, quoi. La maison tremblait quoi. Et je ne faisais que des squats. Je m'entraînais dans une chambre, donc je faisais squat, traction, développé couché, que les mouvements de base. Et je suis arrivé comme ça à monter à près de 95 kg, en faisant que des mouvements de base. Donc ça m'a permis, si tu veux, de ne pas brûler les étapes. Comme j'ai commencé jeune et que j'étais bien encadré, j'ai fait les choses correctement. J'ai fait une charpente, quoi. C'est comme une maison. J'ai fait des fondations. Et après, quand j'ai rencontré quelqu'un qui s'y connaissait, parce que les préparateurs physiques, bon, tu en parlais tout à l'heure avec Facebook, avec tous ces trucs. Quand tu vois les gars, ils font 2 jours de compète, ils sont préparateurs, ils sont coachs, ils sont tout ce qu'ils veulent. Et les préparateurs, les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, peut-être que sur les deux mains, quoi. Il y a 10 préparateurs. Voilà, des vrais préparateurs hein, qui savent ce qu'ils font, qui vont vous changer un régime dans la seconde, parce que voilà, c'est un métier préparateur. Moi, j'ai jamais été préparateur. Moi, j'ai suivi à la lettre ce qu'on m'a écrit, sans jamais bousculer une virgule. Oui, je pense que l'autre jour, Emmanuel Veil a mis un post sur Facebook pour peut-être essayer d'encadrer un peu mieux ça, même si légalement ça va être compliqué. Mais je crois qu'il avait raison quand il disait qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques, mais de coachs purement musculation, donc préparateurs d'une compétition culturiste. Là, c'est tout un autre monde et en effet, il n'y a que quelques professionnels qui sont capables vraiment de le faire de manière très pointue. Ah oui, être préparateur physique, préparer quelqu'un pour être bien dans son corps, pour faire voilà, ça il y en a déjà, il y a des diplômes pour ça. Mais comme tu dis, pour préparer un bodybuilder à devenir un jour champion du monde et pourquoi pas Monsieur Olympien, ça se compte sur les doigts de main, quoi, pas plus. Hein. Tu parlais tout à l'heure de mouvement de base, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs ça répond à beaucoup d'interrogations d'internautes qui me demandent souvent et qui me demandent en message privé les mouvements d'isolation, etc. On dit toujours construire une charpente et puis après faire les finitions. On a vu sur ton physique, et j'incruste en post-production des photos, on voit que tu avais quand même de solides cannes, comme on dit dans le milieu, donc des grosses cuisses, un dos aussi très évasé, en double biceps de face, ça partait bien large quand même. Hein. Donc, pour les cuisses, tu nous as dit le squat. Pour le dos, quels étaient les exercices que tu affectionnais le plus? Traction, rowing bar, soulevé de terre. Voilà, je faisais beaucoup de traction, assez lourde, et après je faisais du rowing, des mouvements à la scie qu'on appelle. Voilà, toujours dans les mouvements de base. Moi, il n'y a que quand j'étais au régime où on me changeait les mouvements et on rajoutait des mouvements d'isolation, mais sinon j'ai toujours été dans les mouvements de base et c'est sûrement ça qui a fait que j'avais des grosses cuisses, et que j'avais un gros dos et que j'avais des biceps assez proportionnés, sans être volumineux comme un Dorian Yates ou un Ronnie Coleman.
Mais voilà, j'ai toujours quand même primé la ligne sur le volume musculaire, même si j'aurais rêvé d'être comme Ronnie Coleman, hein. Je suis un bodybuilder dans l'âme, donc. C'est clair. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être comme un Berry de mai, quoi. Voilà. Et je pense que tu t'en as approché de manière esthétique, en tout cas, tu avais un sacré V. Les biceps, tu en parlais tout à l'heure, ils étaient vachement pleins. Je trouve que tu as des longues insertions. Et quand tu arrivais donc à fléchir le bras, tu avais un beau pic quand même, mine de rien, assez large et haut. Ouais, par contre, ça, je le dormais pas, hein. La génétique. Ça, c'est la génétique. On en reparlera tout à l'heure un petit peu, peut-être voir s'il peut y avoir de la relève chez tes enfants, parce que tu as quelques enfants. Ah ouais, j'ai Dorian qui a un beau physique aussi, oui. Oui, qui te ressemble énormément quand on compare les photos de toi plus jeune dans le monde du muscle, en l'occurrence, avec lui. Ouais, il me ressemble beaucoup au niveau physique et même faciès, donc ouais, il aurait un potentiel pour être un culturiste, je pense, mais bon. Est-ce que ça lui plaît ou pas, petite parenthèse? Ouais, ça lui plaît, mais bon, après, moi, je le pousse pas pour faire du bodybuilding. Je connais voilà, on va dire les contraintes, les dérives de ce sport. Et je sacrifice. préfère qu'il se soit un bel athlète et qu'il fasse du sport, voilà, plutôt que devenir un bodybuilder. Il y a pas assez de, voilà, on peut pas gagner sa vie. On en reparlera tout à l'heure Oui, sûrement, oui, on mais va y arriver. les sacrifices, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Voilà. Ok, ok, merci. En tout cas, ça, c'est un message fort. Encore une fois, pour tous ceux qui pensent que en faisant quelques vidéos sur YouTube, tu sais, aujourd'hui, il y a une grande mode, c'est les YouTubeurs. Hein. Là, on est YouTubeurs, mais moi, je prends plus ça pour du journalisme, pour laisser des traces, et puis communiquer avec des personnes qui éventuellement n'ont pas connu les années 80-90 ou 2000, tu vois, dans lesquelles tu as excellé. Donc ces gens-là arrivent, mais c'est que quelques-uns là aussi, hein, de YouTubeurs qui arrivent à gagner vraiment leur vie avec ces revenus-là. C'est ce que je dis toujours à mon fils, c'est un roi il aime bien tout ce qui est ordinateur et tout ça. Je dis, il y a très peu qui gagnent leur vie, c'est un peu comme dans le bodybuilding, hein. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi, hein. Et puis bon, moi ça me désole un petit peu tout ce que je vois. Bon, tu as vu les posts que j'ai mis, souvent quand je vois il y a des choses voilà, que ça me désole, quoi, ça. Et c'est à la limite de me dégoûter du bodybuilding quand je vois certains commentaires, et pas plus tard qu'hier, où on dénigre Kevin Lebron en disant qu'il fait du mal à nos sports, qu'il prend la place à quelqu'un, mais ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir, quoi. Et des gens qui font de la muscu, des gens qui se disent avoir un niveau au championnat du monde, des gens qui se disent culturistes, des gens qui se disent aider les athlètes, ça me dégoûte, franchement. Ça m'écoeure. Je suis à deux doigts, même des fois, de plus parler de muscu. Voilà, c'est dramatique. Alors, je te comprends parfaitement, puisque tu as vu, moi aussi, j'ai pas la langue dans ma poche, en fait. Hein. Et quand je vois justement les pseudo-passionnés, soi-disant même compétiteurs, comme tu dis, hein, d'un certain niveau, qui, concernant mon magazine, hein, le partagent, tu l'as compris, quand ils y sont, et le partagent pas quand ils y sont pas. Donc moi, je leur dis à ceux-là qu'ils aillent se faire foutre. Moi, tu connais un peu ma façon de penser. Et c'est vrai, de critiquer alors que le gars, il a plus de 50 ans, il tente un comeback, après que ce soit commercial, tu sais, pour son business. Peu importe, c'est un challenge comme l'avait fait Francis Benfato à 48 ans, ou Vince Taylor à 50 ans aussi. Donc, il faut respecter ça, et puis que je les mets au défi de faire pareil. Et respecter la tête aussi qu'il a été, quoi. Exactement. Pour moi, un des plus beaux qui a eu le compromis masse et en même temps volume et esthétisme, tu vois. Moi je peux en parler, je l'ai côtoyé, donc, et sur scène et en dehors, donc par rapport à d'autres qui parlent et qui n'ont rien côtoyé, qui n'ont rien vu et qui se permettent des choses et des commentaires, moi, contrairement à eux, j'ai côtoyé le monde professionnel du bodybuilding pendant quelques années, hein, et j'ai fait pas mal de compétitions. Donc quand je parle de quelqu'un, quand je parle d'un athlète, quand je dis quelque chose, je l'ai vécu, quoi. Donc, Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'en 1990, sélection, donc championnat du monde junior, donc tu arrives à te classer deuxième. Ouais, c'était ça. L'année d'après, si je me trompe pas... Mon plus mauvais souvenir, d'ailleurs. Voilà, le mauvais souvenir. Deuxième, encore une fois, derrière Gunther. Alors, un peu difficile à prononcer, Scheldkamp, hein, si je me trompe pas. Ça, c'était un junior, ouais. Voilà, en junior. Voilà, donc c'était cette année-là, en fait, hein, où tu arrives donc deuxième en junior. Ouais. Gunther, pour ceux qui ne le savent pas, j'incruste une photo, il a été donc professionnel également. Oui, en gagnant... Un très bon professionnel, un des seuls à avoir battu Ronnie Coleman dans la période où il était Monsieur Olympia. Un gros gabarit. Hein. Et personnellement, j'incruste aussi, ou peut-être maintenant ou à la fin, je ne sais pas comment je ferai mon montage, mais la petite vidéo où on te voit avec Gunther.
cette fois-là, en toute objectivité, que ce soit de dos, de face, bon, bref, en général, tu lui passais devant. Bon. Ben c'est pour ça, Eric, que ça reste un des plus mauvais souvenirs de ma vie, de ma carrière de bodybuilder. Hein. Parce que quand je suis sorti du pré-juging, à l'époque ça se faisait en 2 jours, tout le monde m'avait donné champion du monde. Hein. Parce que je lui passais devant, mais je veux dire, tout le monde le disait, c'était pas que moi. Donc, dans ma tête, le soir, quand je me suis couché, j'étais champion du monde, et au réveil, j'ai été vice-champion du monde, quoi. Ouais. Un peu battu par Gunther, qui avait sa carrière toute tracée, et par un Raphaël Santora, qui était déjà un grand maître et un grand, comment dirais-je, stratège. Un grand stratège qui m'a bien fait comprendre que si j'avais pas gagné cette fois-là, voilà, c'était parce que j'avais qu'à faire les choses qui allaient bien, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une petite anecdote ce jour-là que les gens ne savent pas, c'est que quand j'ai fait la pesée, donc qui m'ont vu dans la forme où j'étais, j'ai été convoqué pour le contrôle antidopage. Donc je suis allé au contrôle antidopage avec beaucoup d'autres athlètes, hein, donc Gunther n'y était pas, et on s'est retrouvé dans une petite salle qui devait faire 10 mètres carrés à 20 athlètes. Et dans cette petite salle qui faisait 10 mètres carrés, moi j'en pouvais plus, et à un moment j'ai demandé à ce que ça accélère un petit peu, parce que j'en pouvais plus, je me sentais pas bien. Et c'est remonté jusqu'à Santora, et Santora il a dit comme ça à l'époque, il a dit si le français n'est pas content, vous le dégagez. Donc il m'a dégagé, il a fallu que le président aille le voir, il lui disait mais c'est pas possible, il y a des Allemands qui sont allés de la Fédé, mais on peut pas dégager comme ça. Et voilà comment c'est parti, et le jour où j'ai été sur scène et qu'il m'a remis la médaille, il m'a bien fait comprendre pourquoi j'avais pas gagné ce jour-là. Mais tu vois, moi je connaissais pas cette anecdote, donc je te remercie déjà, et je pense que d'autres dans le milieu peut-être la connaissent, mais on comprend mieux le classement, du coup, tu vois. Voilà. Mais bon, Gunther avait sa carrière toute tracée. Hein. Gunther, j'ai été un peu le cheveu dans sa soupe, hein, puisque lui, si tu regardes bien sa carrière, il a été champion du monde junior, l'année d'après champion du monde senior, et l'année d'après, il était professionnel, et il a fait un très beau parcours. Bon, je suis tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, et je ne pouvais pas battre Gunther chez Yerkamp. Dans n'importe quelle forme que j'y étais, j'aurais pas battu. Alors que, encore une fois, si j'arrive à repasser les images au moment où on parle, la ligne parfaite. Moi, ce qui m'impressionnait aussi, au-delà, je disais tout à l'heure, des cuisses, du V, de ton dos, bon, de l'harmonie générale, une sangle abdominale vraiment impressionnante. Hein. Tu arrivais vraiment à bien maîtriser justement ton abdomen. Et je pense que l'ensemble, il était vraiment... Tu avais le package, comme on dit. Hein. Tu étais complet. Hein. Ah oui, ce jour-là, quand un bodybuilder il dit qu'il a la forme au jour J, à l'heure, à l'instant T, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et ça s'est passé... 3 fois dans ma carrière, ça s'est passé quand j'ai été vice-champion du monde junior, quand j'ai été vice-champion du monde senior, et ça s'est passé quand j'ai été professionnel, que j'ai fait la compétition à Toulon. Voilà 3 périodes où je suis arrivé vraiment. On sait la difficulté qu'on a, nous, bodybuilders, pour arriver près. Souvent on le dit, putain, j'étais mieux le lendemain, putain, j'étais mieux avant, purée, j'étais mieux là, et en fait, voilà, il faut arriver le jour J dans une forme irréprochable, et c'est ce qui m'est arrivé en junior. Je suis vraiment arrivé avec l'aide de mon préparateur, hein, parce que Ramon m'a suivi, il était là le soir, il me faisait manger, il allait faire mes courses, il allait sur le marché avec mes parents, je veux dire, j'étais comme son bébé, quoi. Hein, voilà. Et tu me parles justement de déception. En 92, il y a eu un souci encore associé avec le Bureau France. Avec le Bureau France, si je ne me trompe pas, en 92. Et apparemment, tu as eu du mal à participer au championnat du monde. Il a fallu l'appui de certaines personnes pour que tu puisses y participer. Si tu veux, en 92, quand j'ai fait ma sélection au monde, c'est pareil, j'arrivais en junior, j'avais fait aucune compétition en senior. Donc certaines personnes ont dit mais pourquoi Denis Hadas il arrive et il n'est pas champion de France senior, et alors, bon, les gens ont dit mais regardez la forme qu'il a, regardez comment il est. Il y a Didier Destabile d'ailleurs qui c'est grâce à lui, je le remercie si j'ai pu faire cette sélection au monde, et sûrement si j'ai été sélectionné, qui a dit mais attendez, regardez-le quoi. Il a été vice-champion du monde junior à sa première participation, il a une forme. Après j'avais fait une deuxième sélection, j'avais pas été pris parce que je m'étais blessé, mais regardez-le et jugez et après vous verrez. Donc il y avait eu un petit ouais, c'est vrai que voilà, c'était. Et ils m'avaient laissé faire la sélection monde, et quand j'étais sur scène, bon, ben, voilà, ils ont vu le résultat, quoi. Et ils ont bien fait, quand même, 2 fois deuxième, donc cette fois-ci en senior, donc tu montes d'un cran. Première compétition, voilà, en senior, c'est vice-champion du monde. Et tu arrives à décrocher donc à 23 ans, si je ne me trompe pas, donc la carte pro. Donc là, comment ça se passe? C'est un peu comme Francis Benfato, c'est le clan Wader qui te l'octroie, parce qu'il pense que tu as une belle carrière à faire en tant que professionnel. Ben, si tu veux, après les championnats du monde, j'avais un contrat chez Twinlab, et après je suis passé chez Veder. Après c'était comme ça, hein. Veder il prenait les athlètes avec qui il pensait qu'il y avait un potentiel. Donc Didier Cabrol à l'époque était le président et s'occupait de chez Veder. Il faut dire que j'étais le seul athlète français rémunéré, hein. J'avais un salaire moi tous les mois, hein. C'était pas des pots de protéines, on ne payait plus un pot de protéines. Hein.
Donc j'avais un salaire, je faisais des émissions de télé, j'étais sur un nuage, j'avais 22 ans. Et voilà, et après, un jour, j'ai été en contact avec Didier Cabrol et Weder, le grand patron, et qui m'ont proposé la carte professionnelle parce que de continuer et d'essayer d'être champion du monde, ça devenait difficile. Bon, voilà, donc l'opportunité en tant que vice-champion du monde à l'époque, ça s'est présenté. On m'a demandé si je voulais ma carte professionnelle. J'y ai réfléchi. D'être professionnel, c'était un but. Moi, le but, c'était de faire Olympia. Et j'ai dit oui, et voilà. Avec peut-être des regrets, mais pas des regrets sur ce que j'ai fait en professionnel. Voilà, c'était quelque chose que je voulais faire et j'ai côtoyé ce monde pendant quelques années. Moi, je pense que tu n'as pas... Enfin, des regrets, on en a tous, je pense, dans la vie, mais la trace que tu laisses, je pense, au bodybuilding français, elle est indélébile et je pense que tu peux en être fier. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser. Quand je revois des images que je voyais à travers les magazines à l'époque, j'essaie d'incruster, encore une fois, pareil, là, quand on parle, j'imagine le montage que je vais faire pour les internautes qui nous regardent à l'instant. Mais que ce soit au Grand Prix de France, c'était à Nice, si je ne me trompe pas, c'est là où justement il y a les fameuses photos avec Kevin Levrone. Sur la scène, il y a des photos qui circulent un petit peu, on te voit, il y a Milos Sarcev aussi. Oui, ça c'était le Grand Prix de Toulon. Toulon, pardon. Alors, il y a Darren Charles, enfin, il y a du beau monde, hein. Il y a tous les... Il y a Ron Love, il y a Ron Love, dont tu parlais tout à l'heure, Thierry Pastel. Donc, oui, parle-nous un peu de ce jour-là, de l'ambiance dans les coulisses, de la scène, du public. Franchement, c'était... tu vois, j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Hein. C'était terrible parce que je me suis retrouvé... j'avais 23 ans, devant un public où presque la star, c'était plus Kevin Levrone ou celui qui a gagné, Charles Clermont, c'était moi parce que c'était le français. Voilà, j'ai pas gagné, j'ai fait 9e, je crois, mais c'était un souvenir mémorable, une scène magnifique, un accueil magnifique, une voiture sur scène, un public, une salle, mais c'était vraiment un show, quoi. Super. On n'était pas parqués comme des bêtes, c'était un show, on était professionnels, on se sentait professionnel, quoi. C'est une sensation indescriptible, hein, parce que voilà, on rencontre ses fans, on rencontre ses idoles. Et voilà, j'accomplissais un rêve, j'étais sur tu les rencontres et tu les affrontes en plus, t'imagines? Oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Une forme que j'avais une forme, c'était à l'époque, je faisais 104 kilos sec, donc c'était pas mal, quoi. Pour l'époque, c'était vraiment même très très bien. Justement, on parle de ce concours-là. En France, il y en a eu d'autres en France, et il y a eu toute une série, un monde de concours. C'était il y a 15-20 ans, enfin une vingtaine d'années, même plus maintenant, puisque c'était en 92. Comment tu expliques que maintenant il n'y a plus ça en France, qu'il n'y a plus le haut niveau en France, qu'il n'y a plus ces tournées européennes? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème justement du fait que ça dérive du bodybuilding? Maintenant, on ne parle plus que de fitness et de men's physique et de ce genre de choses. Comment tu expliques un petit peu ça, ton point de vue? Sincèrement, moi je pense que ça a dérapé à partir du moment où ils ont mis toutes ces catégories. On sait très bien comment est un concours de bodybuilding. Hein. Quand tu arrives le matin à 7h et que tu ressors le soir à 24h ou 23h, c'est pas possible. On n'est plus dans voilà, les gens, c'est pas tenable. Nous, à l'époque, il y avait très peu de catégories. Tu arrivais le matin, tu avais un préjugé. Ouais. L'après-midi, tu savais à quelle heure tu passais et c'était raisonnable. Les gens se régalaient, voyaient un spectacle. Là, maintenant, c'est terrible, quoi. Hein. En plus, les fédés la fédération, elle est tenue par des gens qui sont des incapables, qui sont, voilà, pour moi, qui n'aiment pas le body. Je sais pas ce qu'ils cherchent, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, quand je lis des commentaires parfois sur le site de l'IFBB France, hein, parce qu'ils savent très bien qu'on le regarde, hein, et que je lis les commentaires de certains, mais je suis content de ne pas être à 19 ans bodybuilder à l'IFBB France, parce qu'il y aura des tartes qui partiraient, quoi. Je sais pas comment on peut se laisser traiter comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas aimer le sport, on ne peut pas aimer le bodybuilding et parler aux gens comme ça. Quand les gens ont dit oui, ils sont tous comme des enfants. Mais bien sûr qu'on a des enfants. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans à l'époque, bien sûr que j'avais des choses à demander, bien sûr. On est des enfants, on a besoin de répondre. Et si on n'a pas envie de répondre à ces gens-là et les aider, on arrête, on ne reste pas dans la fédé, quoi, dans une fédération pour parler comme ça aux gens. Et puis quand je vois dans les compétitions 40 sélectionnés pour partir à l'Arnold Classic en Espagne, sincèrement, au début, avec mon épouse, quand on est allé voir à Santa Susana la compétition, le championnat d'Europe, on est rentré dans la salle, il n'y avait personne. Personne. Une salle magnifique, un concours professionnel. Personne. Il n'y avait aucun spectateur. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on fait pour organiser une si belle compétition? Et maintenant, je l'ai compris. J'ai compris. Quand on envoie 40 athlètes, soi-disant sélectionnés, par je sais pas quelle sélection, la sélection du président ou de ses petits sbires, et que c'est les 40 athlètes qui payent
leur déplacement qui paye la fédération. En fait, la fédération l'a compris maintenant, hein, c'est les athlètes qui payent. Voilà. Donc moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Il y avait une vraie sélection. Il y avait un sélectionné par catégorie. Et quand tu étais sélectionné, on te payait ton voyage, on te payait ton survêt, on te payait ton hôtel. Tu étais couconné. Tu avais un président qui s'occupait de toi, qui prenait des nouvelles. Tu avais un entraîneur. Voilà, c'était ça. Et les fédérations, elles ne vivaient pas avec les athlètes. Il est malin, Santorin. Plus il va amener 40 athlètes multipliés par le nombre de pays, ben il a compris. Hein. Chaque athlète, il débourse 500 ou 600 euros. Il n'a plus besoin des spectateurs, Santorin. Hein. Et c'est là que j'ai réalisé comment il faisait pour faire un petit concours comme ça. En tout cas, il a tout compris. Je te remercie pour ta franchise et je pense que les internautes apprécieront aussi. C'est un peu la signature de mon magazine, tu sais, de parler franchement comme ça. Ça plaît pas, on s'exprime. Oui. Après. Mais moi, la différence entre tous les compétiteurs, c'est que moi, j'attends rien de ces gens-là. Voilà, moi j'ai ma carrière, elle est faite, le bodybuilding, ça ne m'apportera plus rien, j'ai juste amené mon vécu et ce que j'ai fait, et ce que j'ai apporté, et la passion que j'ai eue pour ce sport. Mais eux, ils me feront pas un deuxième trou du cul pour être vulgaire. Voilà, moi je dis ce que je pense, hein, et c'est tout, et c'est comme ça. Les athlètes, je comprends, ils sont pris, ils ont besoin de faire une compète, peut-être que quand j'avais 18 ans, j'aurais fermé ma gueule parce que je me suis dit, et c'est vrai, c'est ce qui me serait arrivé, je serais allé nulle part. Mais voilà, il faut des gens peut-être comme nous qui n'ont rien à perdre, et qui disent ce qu'ils pensent, et puis ça plaît pas, c'est pareil, hein. Je veux dire, moi je me cache pas derrière un pseudo, moi je suis pas Denis Bulder, ou moi je suis Denis Hadas, c'est marqué en bas de mon Facebook, et celui qui veut me joindre, il sait où je suis, il n'y a pas de souci, quoi. C'est clair. Voilà, c'est un peu comme moi, tu sais, il y a eu des polémiques là pour la finale France, j'ai rien vraiment contre l'IFBB, j'ai par contre quelque chose contre eux, c'est cette histoire de ne pas avoir accrédité les photographes. Bon après, ils ont leurs raisons, j'ai les miennes, moi quoi qu'il en soit, je ne les mets plus dans le magazine. Tu vois, pourtant, on m'a dit, Eric, si tu veux réussir, il faut qu'il y ait l'IFBB. Mais il n'y aura plus l'IFBB, il y aura les athlètes, voilà, indépendamment. Certains qui passent par l'IFBB et d'autres la WFF, peu importe. Mais plus l'IFBB. Alors, j'aimerais enchaîner sur les autres concours. Il y a eu le Grand Prix d'Espagne, il y a eu le Niagara Falls. Bon, tu as fait des concours pro, tu en as fait 3, je crois. Hein, de mémoire, oui, 3. 3. Il y a eu aussi ce souvenir mémorable, si j'arrive à retrouver la vidéo, je ne sais plus par contre, c'était... à Paris, il y a la démo où on voit tous ces athlètes, il y a Linda Murray, il y a Dorian Yates. C'est le salon, ça. Le salon, pardon. Et on te voit arriver sur scène, à côté de ce mastodonte, il y avait Lou Ferrigno, etc. Donc, d'où... Avec Lou Ferrigno, je te coupe, c'était l'expérience que j'ai eue au FIBO. Ah, alors voilà, excusez-moi les internautes, je remets tout dans l'ordre. Donc, le salon, c'était Dorian, et toutes les images qui passent peut-être là pendant qu'on parle. Et Lou Ferrigno, la photo que l'on voit, donc là, c'était au FIBO. Oui, ça, c'était au FIBO. Okay. Et c'est d'ailleurs, le FIBO, je le dois à 2 personnes. Le FIBO, je le dois à Carles Braya, qui ce jour-là, moi, j'étais au FIBO en spectateur. Je venais d'être vice-champion du monde. Et je me baladais avec mon ami et mon frère. On avait fait le voyage en voiture. On avait eu un accident, d'ailleurs. On a failli y laisser la vie. Et on s'est retrouvés au FIBO dans les allées. Et je rencontre Carles Braya, qui me présente, à l'époque, c'était le patron des professionnels. Je me souviens plus son nom. C'était pas Jim Magnon, c'était un gars très maigre. Wendy Emilia. Voilà, Wendy Emilia, qui était une grande figure du bodybuilding à l'époque. Donc elle me présente Wendy Emilia et il me demande si je veux faire une démonstration sur le stand OEDR, en plein milieu, le plus gros stand du FIBO. Je lui dis oui, je veux bien, alors je vais acheter un maillot. Et c'est là que je me retrouve sur scène à m'échauffer avec Lou Ferrigno, Dorian Yates, Momo Benaziza, qui m'a beaucoup aidé. Et Momo, elle a été adorable avec moi ce jour-là parce que j'étais jeune. Hein. Et mon frère à côté qui me criait surtout ne pose pas à côté de Dorian Yates. Tu m'étonnes. Mais la première chose que j'ai fait, c'est poser à côté de Dorian Yates. Mais alors, tu te rends compte quand même, alors pour ceux qui nous écoutent, certains jeunes commencent à entendre le old school que moi je rabâche, qu'au niveau mondial, les gens ne parlent plus que de old school. On dirait ça s'est arrêté à un moment, fin des années 90, début 2000, et que le meilleur bodybuilding, c'était entre les années 60-70 jusqu'à 2000. Quand on sait que cette époque-là, il y a eu le règne de Dorian Yates, de Ronnie Coleman, et que toi tu les as côtoyés, on parlait de Levron, on parlait de Flex Wheeler, on en parlera peut-être tout à l'heure, des Français dont Ben Fato, Momo, tu nous parleras tout à l'heure des relations que tu avais avec eux. Franchement, moi si j'imagine, ne serait-ce que me retrouver à côté de Dorian Yates ou Lou Ferrigno, enfin que je voyais petit, tout comme toi sans doute, dans l'incroyable Hulk en série télévisée, c'est un truc de malade vraiment, hein. Mais tu sais, tes enfants, ils te disent quoi, par exemple, quand ils voient ces vieux téléfilms et que tu dis, papa, tu étais avec lui sur scène. Ils en parlent pas trop. Bon, pour eux, c'est normal, mais là, ils sont avec le numérique. Tu sais, c'est pas comme avant où on avait. Voilà. Maintenant, tu as des images partout. Bon, ça leur fait plaisir. Je pense que Dorian et tous mes enfants sont fiers, mais on n'en parle pas trop. Voilà, c'est une période, ils sont habitués.
Et pour revenir à Dorian Yates, si, tu m'entends? Ouais, je t'entends toujours. Il y a juste une petite coupure de l'image, mais tu peux continuer. Ouais, Ouais, ça revient. Ça revient. Il n'y a pas de souci. ça revient. Pour revenir à Dorian Yates, j'ai une autre anecdote, c'est que quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti vivre aux États-Unis pendant 8 mois, presque un an, et je suis allé m'entraîner, j'étais avec une amie chez Bev Francis. Petite coupure, Denis. Veuillez nous excuser, chers internautes, chers fans. Donc, tu parlais, Denis, donc de ton. En fait, tu es parti vivre quelques mois, presque une année à New York. Oui. Tu t'es entraîné au gym de Bev Francis. Donc, Bev Francis, Oui. pour ceux qui ne savent pas, j'incruste la photo. Je disais tout à l'heure, deuxième plusieurs fois. Hein, elle a toujours talonné Corey Everson. Elle était une des premières femmes vraiment à changer un peu le standard du muscle féminin et arriver assez massive sur scène. Hein. Ouais. Et donc la première fois où je me suis entraîné chez Bev et que je suis rentré dans le gym, quand j'ai ouvert la porte du bureau à Bev Francis, il y avait son mari qui était assis à son bureau, parce qu'elle avait le bureau à l'entrée du gym, et qui était assis en face d'elle, en face de lui, il y avait Dorian Yates, monsieur Olympia, Wow. qui était en préparation pour Olympia. Et donc on s'est entraîné, pas ensemble, mais côte à côte pendant quelques temps chez Bev Francis. Un excellent souvenir. Et qu'est-ce qui dégageait, toi qui as vu ça? C'était quoi le fameux entraînement un peu en hit de Mike Munzer? Tu sais, le fameux peu de séries, très très lourd, hyper intense. J'ai plus trop de souvenirs de son entraînement, mais oui, c'était ça. C'était voilà, Yates, c'était les mouvements de base assez lourds. Voilà, c'est pas quelqu'un qui faisait pas dans la dentelle, quoi. Ça, c'est clair. Revenons un peu à ton séjour. Tu as choisi New York. Tu n'as pas choisi la destination, tu sais, sous le soleil, les cocotiers, bananiers, tout ça de la Californie et du Gold Gym. Pourquoi cette décision New York? Il y avait une raison particulière? Ben, à l'époque, c'était un choix. J'avais rencontré quelqu'un, donc une fille avec qui j'étais parti vivre à New York, mais ça a été bon, pas un mauvais choix d'aller rencontrer la fille avec qui j'étais et que j'aimais, mais d'aller sur New York. D'accord. Donc c'était la raison. Je me suis mis un peu une balle dans le pied parce que sur New York, à part le gym à Bev Francis, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait aucune ouverture, quoi. Après, j'ai eu d'autres opportunités que j'ai refusées parce que bon, j'étais un peu fier et que voilà, je voulais faire du body, mais voilà. New York, c'était pas la bonne opportunité. J'ai eu des opportunités étant jeune. J'aurais pu participer à l'émission American Gladiator. Oui, qu'a fait Mike O'Hearn pendant des années. Voilà. J'ai été contacté, moi, par le président de ESPN2. Hein. À l'époque, j'avais 18 ans et c'est mon père qui a répondu. Et bon, ça a fait un peu peur à mes parents. Ils n'ont pas souhaité que je parte à faire cette émission, mais ils voulaient à tout prix avoir le Frenchie avec la coupe en brosse et les cheveux blancs pour faire cette émission. Bon, c'est vrai que voilà, j'ai raté le coche et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il y a un gars qui est apparu avec la même coupe que moi et voilà, c'était pas le Frenchie, mais voilà. ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais c'est vrai que c'était le même style, en tout cas, c'est vrai. Voilà. Hein, et bon, là, j'ai loupé un peu le coche parce que peut-être que ça aurait lancé ma carrière. On ne sait pas, voilà, c'était comme ça. Il y a des fois. Des fois, ça tient à rien, mais bon. Voilà. Quand moi, je vois tes photos sur ton Facebook et je vois toute ta belle famille, je pense que c'est une belle fierté, c'est un beau parcours. Ah oui, il n'y a pas de regret à ce niveau-là. Hein. Exactement. Tu quittes donc tout au bout d'une année, parce que j'avais cru comprendre aussi que c'était un peu difficile aussi financièrement, hein, parce que partir vivre comme ça, on est jeune aux États-Unis, bon, il faut faire rentrer des sous. En effet, peut-être que la Californie et le Gold Gym, ça aurait été un petit peu mieux en termes de pub, etc., ou de contrat. Entre-temps, je crois, mais toi, remets-moi dans l'ordre, hein, puisque tu sais, c'est toi l'interviewé. Tu as monté un gym, c'était avant ou après le gym Hexagone? Non, le gym c'était avant. Donc moi j'ai vendu mon gym pour partir aux États-Unis. Pour partir. Hein. Entre les deux, j'avais eu Dorian, donc mon petit. Voilà. Et comme tu dis, hein, de vivre aux États-Unis à un moment, c'est limite. Hein, donc les limites sont arrivées, c'était les limites financières et qui m'ont obligé à rentrer en France et surtout à rentrer pour m'occuper de Dorian, puisque voilà, des petits problèmes familiaux ont fait que quand je suis rentré en France, une main devant, une main derrière, comme on dit, je me suis retrouvé avec Dorian à élever. Donc, en tout cas, voilà. Très belle photo que j'incruste aussi. Où on voit quand tu le tiens au bras et les bébés. Donc celle-là, c'est la photo, je pense que tout le monde la connaît. Ah oui, cette photo-là, d'ailleurs, elle lui plaît beaucoup à Dorian aussi. Tu as fait pas mal de couvertures. Moi, je me souviens du Monde du Muscle. Oui. Alors les autres, c'était les pubs peut-être pour Twin Lab, c'est ça peut-être aussi? Ouais, j'ai fait qu'une seule couverture du Monde du Muscle, ça a été long. Hein, donc par rapport à tous ces pseudo-stars là, qui veulent du jour faire la une, nous à l'époque, si tu passais un petit article comme ça dans le Monde du Muscle, tu sautais de joie, tu courais pendant une semaine autour de la maison. Et d'ailleurs, voilà. C'est ce que tu as marqué l'autre jour sur Facebook. Tu as marqué qu'à l'époque, justement, pour avoir un article ou pour simplement être nommé star,
il fallait un parcours, il fallait des victoires, il fallait... Ah bah, tout à fait. Moi, j'ai attendu presque 15 ans pour avoir une couverture du monde du muscle, hein. Et pourtant, j'ai été 2 fois vice-champion du monde professionnel. Et il a fallu attendre mon retour en 1980, je crois que c'était en 99 en Turquie, le championnat du monde, pour avoir une couverture et des photos que j'avais fait avec Irving Gale, quoi. Oui, très très belle d'ailleurs, vraiment typique Ouais. américaine, très bien fait. En Turquie, au championnat du monde. Et ces fameuses photos, je crois que j'en ai là sur le côté que j'incrusterai, où on te voit en débardeur jaune, enfin, tu sais, la combi en fait. Qui t'avait pris ces photos-là? T'étais bronzé, c'est vraiment, on dirait le look américain là, vraiment, hein? Ben ça, c'était quand j'étais au Canada, quand Ouais. j'avais fait la compétition de Niagara Falls. J'avais rencontré des personnes formidables ben, dans le public qui m'avaient aidé, parce que je me suis retrouvé tout seul, hein, comme un pauvre petit. Le pauvre Frenchie qui arrivait faire sa compétition professionnelle, qui était tout seul dans un hôtel au Canada au lieu d'être aux États-Unis. Donc j'ai été pris en charge par des Canadiens. Donc Mélissa, elle s'appelait Mélissa Mock, et son mari qui faisait la compétition, qui m'ont pris en charge et qui sont venus me voir en France. Et j'ai plus de contact avec eux, c'est dommage, parce que c'était des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé. Et le lendemain, il y avait le photographe, je crois que c'était Irving Gale, qui voulait faire des photos ben, pour le magazine, pour tous les magazines américains, Mhm. et qui est venu me voir à l'hôtel et qui m'a dit ben, Denis, si tu veux, parce que ça faisait des années qu'on était en contact et qu'on n'arrivait pas à faire des photos, il m'a dit ben, si tu veux, demain tu viens au gym et on fait une série de photos. Donc c'est comme ça qu'est sortie la série de photos avec Mélissa Mock et moi. Elles sont superbes, en plus celles-ci. D'ailleurs, si tu Ouais. en as des exclusives, n'hésite pas à me les envoyer pour que je puisse les incruster. Ben, j'en ai eu aucune de cette série. Les seules photos qu'il y a eu, c'était ben, lui qui les a diffusées au magazine. Et moi, j'avais juste récupéré des petits diapos. D'accord. À l'époque, il faisait ça au Polaroid, les essais. J'avais récupéré des Polaroid. Et les seules photos que j'ai eues, c'était par les magazines. Ok. Oh, bah, ça, c'est quand même pas sympa. Mais bon, heureusement que tu as eu Ah, des magazines quand même et qu'on peut les scanner, les retrouver, enfin plus ou moins. Mais bon, ouais, mais avant, c'était comme ça. Voilà, les photographes, pour faire une série de photos avec un photographe, parce qu'avant, il n'y avait pas 50 photographes, hein, je me c'est souviens plus des vrai, noms, mais il y avait tout deux, a trois changé. photographes connus et réputés, et que tu pouvais te dire, quand tu faisais une série de photos avec eux, quelques mois après, voilà, t'étais au top, quoi, parce que tu passais partout, hein. Tu passais partout. Comme disait Ben Fato, il disait peut-être à l'époque il y avait que Flex, Muscle et Fitness pour l'américain, mais c'était vu par des millions de personnes, il disait, hein. Ah oui, oui, c'était terrible, hein. Quand tu faisais une séance de photos avec eux, tu demandais pas le reste, hein. Tu faisais ta séance de photos et tu étais vraiment content parce que c'était un privilège, quoi. Faire une séance de photos avec quelqu'un comme Irving Gale, c'était un privilège, vraiment. Petit aparté justement sur ces notions de privilège, de patience pour être nommé, être qualifié de star. Quand on revoit un petit peu de ces Pumping Iron, on voit que c'était intimiste, que c'était un petit monde en fait, ils étaient tous entre eux. Toi tu arrives un petit peu plus tard, mais à l'époque en France, moi j'aimerais bien savoir ton sentiment sur comment ça se passait en France. Et maintenant j'aimerais qu'on parle voilà, un petit peu de Momo Benaziza, que tout le monde regrette. Les jeunes le découvrent maintenant, les plus jeunes.